Bonjour à tous. Donc, je travaille sur l'intelligence artificielle depuis ma thèse en 1992 avec des réseaux de neurones déjà à l'époque. Et j'ai été beaucoup impliquée sur des projets autour de l'assistance aux personnes âgées avec des robots qui pourraient dialoguer avec la personne ou des chatbots. Et avec l'arrivée fulgurante de ChatGPT tout le monde a pris conscience en fait du pouvoir de ces machines. Alors j'aime beaucoup le sujet que vous avez, qui est celui de la vulnérabilité, parce que pour moi, on est tous vulnérables devant ces machines à différents niveaux et on a un déploiement massif. On a vu en tout cas une adhésion, ou en tout cas des essais massifs sur ChatGPT qui montrent que ça peut être effectivement une utilisation, un déploiement de très grande envergure, pardon. Et en fait, pourquoi je dis que tout le monde est vulnérable? Parce que tous les comportements humains sont le résultat de biais cognitifs, les faux a priori, les biais d'ancrage, les biais émotionnels. Pire effect, je fais comme mon voisin, je fais comme celui qui me ressemble, et qui peuvent avoir des conséquences pour modifier massivement nos comportements et la prise de décision. Et je me réfère en cela aux travaux très connus, alors qui peuvent être discutés, mais je pense que c'est intéressant quand même de le nommer, Kahneman, hein, qui a un prix Nobel en économie, hein, qui parle de système 1, système 2. Quand je décide quelque chose, c'est soit une intuition, soit par raisonnement cognitif. Et très souvent, avec ces machines, en fait, on est, en tout cas sur les réseaux sociaux ou dans les interactions qu'on voit à l'heure actuelle, très dans le système 1, c'est-à-dire sans réflexion fondamentale pour décider de relayer le message ou de répondre très vite. Le deuxième point qui me fait effectivement, enfin, c'est le troisième point, puisque j'ai parlé de déploiement de masse d'abord, des biais cognitifs propres à l'humain, euh, et la capacité d'intrusion de ces systèmes peut entraîner facilement des manipulations, des changements profonds et durables donc dans le comportement des utilisateurs, tels que trop de confiance, d'anxiété ou de dépendance au système. Donc, il est important de penser la vulnérabilité pour tous et de penser également l'aide que peuvent apporter, l'assistance que peuvent apporter ces outils d'intelligence artificielle pour certains handicaps. Euh, il est tout à fait déplorable d'entendre aujourd'hui des propos qui cherchent à prôner l'utilisation des technologies d'IA ou très invasives des implants cérébraux. C'est pas de l'IA, mais on pourrait imaginer des. Enfin, c'est pas encore de l'IA, mais on peut imaginer des applications après où effectivement on peut diriger ou influencer à travers des objets d'IA connectés avec des implants cérébraux. Et je pense que c'est très, très délicat, tous ces sujets, puisqu'en fait, Elon Musk, hein, pour le citer, se sert du handicap, se sert des problèmes de pathologie pour dire que ces systèmes sont utiles à tous et devraient être euh, déployés en grande largeur. Quand on n'entend pas le propos qui est qu'on va lire nos pensées et que on va aider les jeunes à être plus intelligents lorsqu'ils ont des QI faibles. On entend des choses qui sont pour moi tout à fait non scientifiques et il faut pouvoir rationaliser tout cela. Et j'avoue qu'en tant que scientifique, je suis vraiment atterrée par le non-respect, si vous voulez, d'un domaine qui est inconnu pour beaucoup et qui est galvaudé par beaucoup, où on entend un peu tout et n'importe quoi. Donc, le handicap ne doit pas servir comme alibi au déploiement massif de technologies qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas et qui sont très peu robustes. Ensuite, je suis effectivement, moi, très pro-techno pour certains objectifs, comme l'aide aux personnes âgées, comme vous l'avez dit, comme effectivement les maladies mentales, avec une régulation autour, un respect de ce qu'est l'humain et, euh, et sans doute une réflexion autour des neurodroits. On voit arriver dans certaines sociétés l'idée de rajouter les droits humains autour du respect de son cerveau, sa charge cognitive, et qui peuvent être influencés par différents objets.
Je ne dis pas qu'il faut faire ça, je dis qu'il faut réfléchir à cela. Pourquoi est-ce que ça émerge? Pourquoi est-ce qu'il y a un danger qui est vu par certains comme étant réellement important? Et si vous voulez en savoir plus, eh bien, c'est au Chili qu'est arrivée cette idée de neurodroit d'un sénateur chilien qui en parle très bien. Alors, est-ce que il y a deux biais dans tout cela. C'est à la fois très intéressant d'imaginer les droits. En même temps, on peut se demander si le droit actuel de l'humain, les droits fondamentaux ne sont pas suffisants. Et puis, on peut aussi se demander, est-ce que ça n'a pas un impact inverse qui est de nous dire tout cela est possible? Un, un système qui lit dans les pensées, qui est capable euh, d'améliorer d'augmenter nos capacités intellectuelles. Vous voyez. Donc ça va très loin dans l'imaginaire autour, et c'est pour ça que rationaliser, rester sur la science est vraiment fondamental aujourd'hui. Et pour cela, il faudrait pouvoir expliquer mieux, en fait, sans aller dans les détails trop techniques, mais quels sont les concepts derrière et rationaliser et devenir un peu moins pro ou anti, mais plus rationnel autour de cette idée. Et j'aime beaucoup ce que disait Blaise Pascal pour revenir. Je suis présidente de la Fondation Blaise Pascal de médiation en mathématiques et en informatique. Blaise Pascal, dans Les Pensées, disait, c'est l'inventeur de la pascaline, hein, comme vous le savez tous, lancer un appel à l'époque à agir avec raison dans l'incertain. Alors, donc, il faudrait que la raison revienne au centre de nos préoccupations. Jusqu'où on peut faire confiance à ces systèmes? L'intelligence artificielle, c'est une limitation, c'est une illusion. Il n'y a pas dedans ni intention propre, ni sentiment, ni rien. Et nous anthropomorphisons ces machines en projetant sur elles qu'elles ont des connaissances. Je parle de ChatGPT et autres, elles n'ont pas de connaissances, ce ne sont que des statistiques, un puzzle, même pas de mots, d'entités en dessous du mot. Certes, ce système algorithmique permet d'aller chercher des structures en dessous des mots, dans la structure du langage, et peut rendre des services et produit un langage qui est quasi humain. Et en fait, il est très inhumain. Il est très, dans le chat GPT, dans tous ces IA génératives, non centré autour de l'intelligence euh, située. C'est une intelligence, moi j'aurais dit, complètement inhumaine. Située, je veux dire située dans un corps. Or, lorsqu'on travaille sur la robotique pour les personnes âgées, par exemple, eh bien, on aurait envie d'avoir un système qui réagit par rapport à l'environnement et la personne. Et la personnalisation de cette machine va être faite en surface. Ce qui est à l'intérieur, pour l'instant, ce sont des puzzles de mots qui produisent des phrases, mais on ne sait, la machine ne sait absolument pas raisonner dans l'espace, qui est l'espace de notre espace en 3D. Elle ne sait pas ce qui est petit peut être mis dans quelque chose de grand ou l'inverse également, le grand dans du petit. Il n'y a pas de, si vous voulez, de, de connaissance, de sens commun, ni d'histoire, ni d'aspect chronologique. Donc tout ça, sont quand même des dangers. On ne perçoit peut-être pas lorsqu'on joue avec ChatGPT en disant c'est incroyable, il y a des émergences, des hallucinations. Alors moi, je ne peux plus entendre ces mots. Ça n'existe pas. Cette machine n'a aucune conscience de rien. Donc nous projetons sur la machine qu'elle fait des erreurs et on parle d'hallucination. Et on projette sur la machine qu'elle a des émergences intelligentes. Et c'est là encore une projection de notre façon d'interpréter ce que dit la machine. Donc, aucune intention, aucune émotion dedans. Est-ce que les émotions sont utiles? Elles sont utiles entre les êtres humains. C'est le propre de l'homme d'intégrer dans sa rationalité une part d'émotionnel. Donc, est-ce que demain, les machines vont s'aligner à nous en intégrant ces facteurs émotionnels? Je pense que ça va arriver, que ce sujet qui est le mien de recherche depuis les années 2000 autour de l'affective computing, qui comprend trois grandes technologies, détecter les émotions des humains à partir de leur voix, leur visage, les trémolos de la voix, donc les affect bursts, les rires, tout ce qu'on fait, ces petits sons qu'on produit en plus, les biofacteurs, les gestes, la posture, tout cela peut être interprété comme un comportement et détecté par une machine de façon très, comment dire, quantitative, hein, et donner une indication à une machine qui va adapter son comportement en fonction de cela. On va chercher aussi dans le contenu linguistique, sentiment analysis, donc on va chercher aussi à travers les mots en multimodalité même, des informations pouvant nous révéler des facteurs émotionnels. Alors, j'ai travaillé beaucoup aussi sur ce qu'on appelle le nudge, l'incitation à faire. L'incitation à faire, c'est
pas une manipulation, c'est une manipulation douce. On vous incite à aller dans un sens. On parle de nudge lorsque ça va dans le sens des biais cognitifs. Car vous allez sur cette pente, vous avez tendance à faire ça et on va juste vous pousser un tout petit peu. Ou alors, il y a une autre technique qui s'appelle le sludge, hein, qui est l'inverse. C'est en fait de faire des frictions pour que vous n'alliez pas dans une direction. Ni l'un ni l'autre n'est bien ou mal. Ce sont des mécanismes qu'on met en place. Je vous donne un exemple qui n'est pas numérique. Quand vous allez dans le métro, on va vous inciter à aller dans une direction en mettant des pas par terre. D'accord? Ce sont des signes extérieurs qui vous incitent à aller dans une direction. À travers l'écran numérique, ça peut être des pop-ups, ça peut être la couleur, ça peut être la musique. Et moi, je travaille sur le nudge linguistique, c'est-à-dire comment la machine s'exprime vis-à-vis de moi. J'ai fait des tests à l'école avec un robot, un Google Home et un humain, et on avait le même scénario, qui était un scénario que j'avais établi avec des économistes sur la manipulation et le nudge, qui fait référence d'ailleurs aux travaux d'un prix Nobel en 2017 qui s'appelle Toller, Richard Toller. Et il y a des sociétés informatiques, les géants numériques utilisent déjà cela dans les réseaux sociaux et dans de nombreux objectifs applicatifs. Donc le nudge, on l'a utilisé avec les enfants et l'idée, c'était à travers le jeu du dictateur. Pour les adultes, on donne de l'argent, on demande combien vous en gardez pour vous, combien vous en donnez aux autres. Les enfants, on leur a donné des billes. On leur dit combien vous en gardez pour vous, combien vous en donnez aux autres. Et tout le but du nudge, c'était de les faire changer d'avis. Donc la machine disait, ah, les autres ont donné plus. Ou moi, j'en donnerai moins. Et ça influençait la machine ou l'humain. Le résultat sur 250 enfants qu'on a vus, c'est qu'ils suivent beaucoup plus les directives des machines que de l'humain. Alors pourquoi? Parce qu'il y a une force d'autorité dans la machine pour l'instant, on ne les connaît pas assez ou je ne sais quoi. Je vais revenir sur le sujet des personnes âgées. Alors évidemment, si on fait le calcul d'aider quelqu'un 24-24, on sait très bien, bon, c'est assez simple, hein, vous prenez 35 heures, 24 heures sur 24 auprès de quelqu'un, ben, ça vous fait plus de 4 personnes auprès d'une personne. Évidemment, tout le monde n'est pas dans cette dépendance, mais c'est vrai que le grand âge est de plus en plus, et la vie est de plus en plus longue, et que c'est très bien, et qu'on aimerait bien tous vivre le plus longtemps possible en bonne santé et chez soi. Donc ces machines qui accompagnent sont aussi, qui peuvent accompagner, assister à la maison, sont aussi, à mon avis, des outils extrêmement utiles. Après, il faut pouvoir les concevoir ethic by design. Alors c'est un mot un peu tiroir qui a été très galvaudé aussi, mais je dirais en faisant attention à plusieurs dimensions. La dimension d'abord d'isolement, hein. Il ne faut pas isoler quelqu'un avec une machine comme celle-là. Donc ça peut être un triptyque. On peut très bien imaginer les enfants qui peuvent aller suivre ou parler à travers la machine, ou des médecins ou des infirmières ou des gens qui soignent autour. En tout cas, il faut absolument que ça ne soit pas une unicité one-one. Ensuite, la synthèse émotionnelle, hein, qui est le fake empathie, si vous voulez, la machine qui prend soin, qui vous dit ah, vous êtes formidable, ah, vous avez peur, j'ai peur avec vous, etc. Bon, il faut apprendre ces systèmes, il faut apprendre à interagir avec ces machines qui vont se révéler effectivement très manipulatrices rien qu'avec cela. Ensuite, je pense qu'au niveau de l'autonomie, il faut faire attention à ne pas aller trop loin dans une décision que prendrait la machine à votre place. Donc, il faut garder l'agentivité à l'humain et comprendre comment on peut s'en servir au mieux. C'est pour ça que la complicité des agents de soins est évidente. Il faut absolument qu'ils soient dans la boucle de vérification de ce qui est en train de se passer. Et puis, la dernière, c'est le fort pouvoir de ces systèmes, c'est de rentrer dans votre intimité. C'est-à-dire d'avoir finalement un pouvoir de manipulation fort parce qu'ils connaissent des choses. Alors, tout cela est toujours pareil. Ça peut être très bien comme très mal utilisé. Si je reprends l'utilité de ces machines qui nous répondent, eh bien, on l'a vu, par exemple, dans les cas dramatiques. Pour des soldats qui revenaient du front, les Américains avaient fait des systèmes comme cela avec un avatar qui écoutait, qui essayait de voir dans quel état était la personne. Et c'était très aidant pour les gens qui avaient vu des choses indicibles, si vous voulez, à un humain, de parler à une machine. La même chose pour des femmes qui avaient été violées, qui n'arrivaient pas à aller facilement en parler au commissariat du coin. C'était aux États-Unis que ça a été développé.
Alors, je ne sais pas où ça en est, mais bon, on comprend des situations où finalement être devant une machine, un objet qui parle, nous permet d'élaborer d'une certaine manière son discours. Pour les personnes âgées qui sont effectivement en perte de leur capacité mentale, hein, moi j'avoue que pour l'avoir vu de près pour des proches, les systèmes actuels infantilisants, c'est terrible, hein, quand on a été quelqu'un avec beaucoup, enfin pour n'importe qui d'ailleurs, mais tout le monde n'est pas à même de faire joujou avec un système qui couine comme si c'était pour un enfant de 2 ans. Donc on a besoin de se doter d'outils un peu plus élaborés autour du respect de la dignité de la personne, sa dignité cognitive aussi, même s'il perd ses mots, même s'il perd des concepts de la langue. Donc, il y a un champ énorme qui permettrait d'améliorer en fait la fin de vie, qui permettrait sans doute d'améliorer aussi, ou voire de recouvrir certaines capacités, parce que les AVC, par exemple, après des problèmes cardiaques, on sait qu'il y a il y a des problèmes d'AVC, il y a des problèmes de manque d'oxygénation du cerveau à un moment donné qu'on ne déclare pas assez, et il y a des pertes comme ça de capacité mentale. S'il y a une stimulation régulière, il y a des expériences qui montrent qu'on peut recouvrir quelques-unes de ces facultés. On les recode, le cerveau est très agile pour les recoder à d'autres endroits. Donc, il y a là, effectivement, pour moi, des champs extraordinaires pour aider dans le grand âge ou aider pour le handicap. À côté de cela, c'est un tel pouvoir de manipulation pour un aspect commercial, hein, ou de modification, de manipulation d'opinion, que, qu'il est urgent de comprendre la dualité de tout ça, hein. C'est effectivement, je pense, le propos qui vous amène à me questionner. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je continue, je peux continuer. Oui, oui, vous pouvez encore, Dites-moi, dites-moi encore. quels sont. Alors après, moi, je suis impliquée, donc je vais vous dire un tout petit peu ce que je fais autour de ça. Donc, non seulement j'ai des sujets de recherche, des projets de recherche, par exemple avec le dernier robot avec lequel je vais travailler pour aller étudier ce qu'on pourrait faire d'utile auprès de personnes âgées, c'est Buddy. Buddy n'a pas de bras, il est tout petit et il a un petit problème aussi pour comprendre les voix âgées. Donc, c'est pas gagné. Mais bon. Voyons en quoi il pourrait être utile. Les premières interactions qu'on a eues avec ce robot et des personnes âgées laissent ouvert, si on est vraiment seul, à montrer qu'en fait, les gens avaient envie d'avoir ces objets. Après, des questions de prix, des questions d'écosystème, comment tout cela va être utilisé. Moi, j'ai tendance à dire à chaque fois, mais écoutez, ce serait plutôt des robots qu'on va louer parce que, il faut les contrôler. Et donc, c'est bien, je pense que dans la boucle, il y ait des contrôles. Maintenant, ça sera toujours, moi, ce que je vais faire comme étude, c'est vraiment une étude autour de l'intimité, autour de l'autonomie de la personne et autour euh, de l'impact de ces émotions. Enfin, quand on détecte les émotions, nous, on ne fait pas de synthèse émotionnelle, on fait plutôt de la détection des émotions de la personne. Alors, en plus, cette technologie, hein, dont on commence à nous abreuver un peu partout n'est pas mature, hein. C'est une technologie qui est assez nouvelle, hein, en fait. On a monté, nous, un réseau d'excellence européen entre 2004 et 2008, vous voyez, pour faire naître des journaux, des workshops, tout un champ disciplinaire international, hein. Alors, dans le monde asiatique, ils ont tout de suite utilisé ça beaucoup plus que nous, hein, qui réfléchissons avant de développer, comme on dit. Et donc, on trouve des robots comme ça, hein, qui détectent les émotions, vont parler, faire de la synthèse émotionnelle pour le bien-être de tous en Chine, au Japon, en Corée, hein. Voilà, donc là, on me demande d'être sur les normes. Donc, on est venu me chercher 2 fois pour travailler sur les normes. Donc, en ce moment, je suis responsable d'un groupe qui est au CNCNELEC, JTC 21, sur Foundational and Societal Impact of AI, c'est-à-dire euh, c'est le nudge, justement. C'est pour ça que on est venu me chercher, parce que je travaille sur le nudge. Le nudge digital, qu'est-ce qu'on fait et donc ça, c'est l'ISO qui vient de récupérer le sujet, alors qu'on a travaillé dessus pendant 2 ans. Sinon, on a la grande mission de travailler sur les caractéristiques de la confiance. Qu'est-ce que c'est qu'avoir confiance en un système d'IA? Et puis, donc, d'autres sujets comme Green AI, qu'est-ce que c'est que moins consommer d'énergie à travers ces machines, qui est aussi un sujet dans l'équation. Donc, dans ce qu'on appelle l'IA de confiance, on va trouver la robustesse, l'autonomie,
la transparence, l'explicabilité, enfin, il y a 7 sous-domaines, hein, 7 dimensions. Voilà, et donc on est venu me chercher dernièrement sur l'ISO pour que je travaille aussi sur la présentation des émotions dans les machines, et ce sont plutôt des Chinois qui sont à la tête de ce groupe. D'ailleurs, on trouve très peu de Français, hein. Très peu d'industriels sont là. Mm. Donc c'est aussi un sujet qui m'a un peu choqué. Ça m'a choqué aussi que le gouvernement ou les gens à qui je posais la question, comme Renaud Vedel ou Cédrico ou tous les secrétaires d'État précédents me disent, ou l'interministériel actuel, hein, que je connais bien aussi, hein, Guillaume Avrin. Quand j'ai posé la question, mais enfin, sur les normes, il me semble qu'aux États-Unis, le gouvernement fait un lien direct entre académique, industrie et vision gouvernementale pour protéger les plus vulnérables. Et que nous, notre gouvernement n'a pas de vision comme ça. Alors, c'est sans doute parce que c'est une vision à long terme. Juste dans la droite ligne de ce que vous avez dit, moi j'avais peut-être juste deux questions, puis Vas-y, après je pense on Édouard va doit ouvrir. Oui, oui. pouvoir ouvrir. La première, c'est globalement dans ce que vous dessinez, et ce qui était un peu l'objet d'ailleurs de la première rencontre qu'on avait fait, c'est qu'il y a sans doute des complémentarités à trouver entre d'un côté des soignants et de l'autre côté la machine. Excusez-moi ce langage un peu naïf, mais voilà. Oui, c'est tout Qui à se fait vrai. situe de quel côté? Parce que vous avez beaucoup parlé des émotions, mais est-ce qu'il y a des aspects plus techniques, notamment le fait de prendre peut-être en charge des tâches plus répétitives, voire des tâches physiques? Je pense par exemple à des robots en capacité à soulever les patients. Et la deuxième question qui est assez corrélée à la première, c'est l'échelle ou le pas de temps à laquelle ce genre de technologie pourrait se développer. C'est-à-dire, vu qu'on va vers une pénurie, c'est une pénurie actuelle, avec des besoins qui sont des besoins extrêmement puissants à court, voire à moyen terme. Est-ce que dans l'expérience que vous avez, on peut penser que quand bien même on arriverait à trouver des complémentarités, quand bien même on lèverait toutes les points de vigilance que vous avez pu citer, est-ce qu'on sera en capacité à absorber le problème à une échelle de 10 ans en fait? Globalement, on est sur une échelle de 10-15 ans. La technologie robotique, elle n'est pas encore très aguerrie. Ouais, Je pense que les progrès fulgurants des IA génératives, là, ne sont pas équivalents dans le monde robotique, qui justement est en 3D et doit prendre en compte des objets autour, hein. Donc, tout dépend de la forme des robots qu'on peut mettre en œuvre, hein. C'est pas du tout évident encore, hein. Alors, je ne sais pas si dans 10 ans, ça le sera, hein. Pour moi, il y a encore beaucoup de travail à faire pour arriver à faire des robots qui soient suffisamment adaptatifs à l'environnement dans lequel sont les personnes chez elles. Alors, c'est le principe, enfin, qui est énoncé d'ailleurs, c'est le paradoxe de Moravec, hein, c'est-à-dire qu'on sait faire de la tâche intelligente de gratte-papier, mais on a du mal à reproduire la personne qui vient vous réparer le lavabo. ouais, Donc là, on est en train de se dire, et c'était la remarque d'ailleurs ce document, en disant, ben, on sera peut-être que les personnes soignantes ou les personnes qui font des travaux manuels sont peut-être les dernières qui pourraient être remplacées par une ouais. IA. Alors oui, parce que on ne sait pas faire, on ne sait pas bien faire du tout à travers un robot quelque chose de situé. C'est pour ça que je dis que la prochaine étape là d'apprentissage, c'est l'apprentissage situé dans un corps métallique ou dans quelque chose Mhm. qui est Ouais. capable d'appréhender un environnement, un espace, comprendre comment sont les choses, apprendre. Parce que là, c'est totalement inhumain, ce chat GPT. Donc, est-ce que ça sera le cas, cela? Je ne pense pas que ça soit. De toute façon, je pense que l'erreur qu'on est en train de faire, c'est de penser que euh, on est à l'aube de l'intelligence artificielle générale. Ça, c'est une fumisterie qui vient d'un certain nombre de transhumanistes et puis de grands groupes qui veulent vendre une technologie la plus aboutie, etc. Je pense aussi que l'agglutination de données a des limites. C'est-à-dire qu'on va travailler sur de plus en plus de données avec des modèles de plus en plus grands ne va pas apporter un gap énorme. Il y a un seuil, il y a un moment donné où Mhm. on est un peu à saturation. Donc, il ne faut pas penser que tout ça est exponentiel et plus on aurait de données et plus ce serait magiquement intelligent, n'est-ce pas? Je ne crois pas du tout. Je pense qu'on est presque au niveau maximum et que demain, ce qu'il faut apprendre, c'est plutôt à spécialiser ces machines sur des tâches particulières, peut-être pour les personnes âgées, ne pas imaginer que c'est justement humain dans le sens où ça remplit toutes les tâches, mais que c'est limité
et de façon verticale à certains sujets importants. Moi, j'aimerais bien voir de la part des soignants qu'est-ce qui pourrait être utile pour accompagner la personne, parce que dans la réflexion que j'ai, qui est le nombre de personnes nécessaires à une personne, je vois bien qu'il y en a beaucoup. Et donc, qu'est-ce que seraient les tâches que quelqu'un chargé tous les jours de s'occuper de quelqu'un, d'une personne âgée ou d'une personne handicapée, quelles tâches pourraient être utile et faisable par une machine? Donc, on a besoin de réfléchir à cela très vite. Peut-être que ce serait très utile d'avoir une machine qui ne fait pas énormément de choses, mais qui soit très pointue sur, je ne sais pas moi, le rappel de la vie quotidienne, sans être pour autant Einstein ou répondre à toutes les questions du monde. Ce n'est pas le sujet. Alors, il Et existe, puis, par exemple, ouais, je vois, pardon, je termine une phrase. Je pense que ces machines aussi, elles ont un pouvoir énorme pour les personnes qui sont dans le grand âge de ne pas être déconnectées de la réalité, déconnectées de la société, de ne pas se replier parce que tout devient difficile. C'est plus difficile de lire, c'est plus difficile d'écouter, c'est plus difficile de porter, c'est plus difficile de tout. Et donc, ces machines, si on pouvait les concevoir déjà pour être facilitateurs, sans pour autant prendre quelqu'un dans les bras, comme vous l'avez dit, parce que c'est très dangereux. Hmm. Faire des alors, robots très forts, c'est très dangereux. Allez-y. juste un exemple, je vais donner la parole à Monique Girard, directrice médicale du groupe Colisée, mais juste avant, euh, vous dites des usages très spécifiques. J'ai entendu parler de l'oreille augmentée. C'est un dispositif qu'on met dans les chambres. Vous avez entendu parler de ça? Et qui va détecter les, Les bruits anormaux. les bruits un peu inquiétants, un, Oui, un râle, une chute, etc. Et qui, en fonction, va alerter prévenir. les soignants. Alors, c'est présenté aussi un peu comme ça permet d'économiser le nombre de rondes, je mets des guillemets, hein, le nombre de rondes dans les chambres, etc. Mais du coup, est-ce que c'est pas aussi un instrument cet outil est très spécifique, hein, qui peut être utile pour faire gagner du temps aux soignants, et quelque part du temps humain, parce que c'est ça l'objectif. Mais est-ce que paradoxalement, ça va pas du coup isoler davantage, puisque sans bruit, sans bruit qui vient alerter, sans bruit inquiétant, il y a moins de raisons d'aller dans une chambre. Voilà, c'était une question, puis je vais donner la parole à Monique Gérard. Bon, moi, je peux répondre à votre question, mais je pense que si on met un robot près de la personne, c'est pas seulement pour écouter les bruits, c'est pour sûrement faire d'autres choses. Et puis dans les bruits, il peut très bien y avoir des pleurs ou quelque chose qui est très humain, et peut-être que la machine peut, avant que les personnes arrivent, être bienveillante. Alors là, c'est pas le cas d'un robot, on est vraiment sur Oui, je sais, pour l'instant c'est une Oui, oreille, mais d'accord. cette Oui, fonction-là, c'est ce qu'on voulait embarquer dans un robot, hein. d'accord. Détecter les bruits anormaux et pouvoir appeler au secours, hein. Mais un robot, justement, c'est pas seulement une oreille fixe, c'est autre chose. Donc il y a une présence malgré tout, hein. Les gens, ils ramènent leur aspirateur en disant je veux le même, il connaît ma maison. Vous voyez, donc avec le robot à un visage, ça amplifie encore l'intimité possible avec cette machine. Et donc voilà, on peut très bien avoir une espèce de d'idée que le robot va essayer de calmer ou aider la personne ou la distraire. C'est ça qu'il faut étudier aussi. Et peut-être que si on veut pas que ce soit invasif, il faut lui permettre d'arrêter la machine, quoi. Alors, Monique Gérard et puis Anne Moutel, c'est après. Oui, bonsoir. Bonsoir. Euh, euh, la question que je vous posais, c'était que pensez-vous des Mobots? Vous savez, ce robot qui est destiné à repérer les dépressions, l'état dépressif. Bah, écoutez, et je sais pas comment il marche celui-là parce que je l'ai pas utilisé. Donc je pense que ça peut être très bien à condition d'être suffisamment robuste, quoi. Et pour une fois, c'est français, c'est trois ingénieurs de Supélec, de Centrale Supélec, qui l'ont développé. Oui, oui, alors après, c'est sans doute intéressant. Ce qu'il faut, c'est surtout le challenger. C'est-à-dire, faut qu'il y ait des... C'est pour ça que les normes et la loi qui obligent certains à vérifier, à auditer les systèmes, sont très importants. En fait, pour moi, il faut faire des benchmarks autour des erreurs que peuvent faire ces systèmes. Parce que on est d'accord que la dépression va être
il y a des signes globaux qui peuvent être transversaux, mais il y en a beaucoup qui sont propres à chaque individu. C'est très Et- culturel, tout ça. Mais dans un de nos EHPAD à Colisée à Bordeaux, le psychologue a mis en place, enfin, ça fait l'objet d'une de ses thèses, c'est un doctorant, sur les robots de compagnie. Oui, Et bah, là, effectivement la deuxième chose. On a parlé tout à l'heure des bruits anormaux, et la deuxième chose, c'est détecter les dépressions, hein, détecter quelqu'un qui va pas bien. Je pense que moi, j'ai souvent montré SimSei, je ne sais pas si vous connaissez SimSensei, il y a une démo sur Internet qui montre comment, enfin, c'est une relation entre un avatar psychiatre, entre guillemets, et quelqu'un qui est en train de dire, bah non, je me sens pas vraiment heureux, ah ben, il hésite et tout, et tous les petits signes sont gardés. Donc, il y a une quantification qui est terrible avec une machine. Elle ne loupe et là, aucun élément. le robot de compagnie, en fait, il est destiné à faire de la stimulation cognitive. Ouais, Et l'étude a porté sur le fait que la personne âgée était beaucoup plus réceptive aux questions du robot qu'aux questions d'un être humain. Alors, est-ce qu'il y a un phénomène de curiosité? Est-ce qu'il y a un phénomène de... c'est oui, ce c'est que j'ai ça, vu avec les enfants. C'est ce que j'ai vu avec les enfants. On n'est pas encore assez habitué avec ces machines. Et donc, c'est encore nouveau et il y a une espèce d'autorité dans la machine. Combien de personnes vous disent, j'ai regardé sur Internet, mon médecin ne dit pas du tout ça, c'est nul, il est pas au fait. C'est quand même hallucinant de penser qu'Internet a raison. Et bien là, de la même façon, moi je pense qu'il faut absolument travailler sur la rationalité des gens face à ces machines. Et c'est ce que j'essaie de faire là en ce moment à la Sorbonne. C'est de travailler avec des sociologues, avec des philosophes et des linguistes sur la rationalité vis-à-vis des machines. Si vous voulez, ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure, respect de l'autonomie de la personne. Si au bout d'un moment, vous avez des robots autour de vous qui vous proposent des solutions et que vous allez toujours suivre, je pense que là, on est, on est très mal barré, quoi. Dans tout métier, hein, il y a eu une étude de Harvard, la BCG, sur du marketing qui montrait que quand la machine répond un peu correctement, on s'habitue et on fait confiance. Hmm. Donc, ce sont des sujets vraiment importants. C'est-à-dire que ce système, il rejoue à chaque fois un puzzle statistique pour répondre. Et donc, il n'y a pas moyen de faire plus confiance au troisième coup, même s'il a répondu bien avant. C'est comme le jet de dés, quoi. C'est indépendant. Donc, on a besoin, si vous voulez, pour moi, de construire ces objets dans l'interaction avec les personnes, parce qu'on en a besoin, mais avec beaucoup d'humains autour au départ, pour comprendre. Qu'est-ce qui marche bien? Qu'est-ce qui marche pas bien? Quels sont les facteurs qui sont dangereux pour les personnes dépendantes? Donc, on a besoin de faire des collectifs. Moi, je parle dans les sociétés qui veulent mettre des outils comme ça pour aider dans différents métiers. Je dis, bon, en fait, un café IA tous les 2 jours où on raconte ces histoires. On dit, là, ça marche pas bien, ou des endroits où on peut poster des informations. Mais c'est l'intelligence collective qui doit gagner dans cette système. On fait des objets, il faut les faire, les co-construire le plus possible ensemble. C'est-à-dire que ce n'est pas 3 ingénieurs qui vont résoudre le problème, hein. Il y a un moment donné où il faut bootstrapper. Bootstrapper, ça veut dire tester, changer, modifier, apprendre qu'est-ce qui pourrait être le mieux. Et après, il y a des différences interpersonnelles évidentes. Donc, il va falloir trouver aussi comment on fait ça. Pour la culture, par exemple, les émotions, c'est très culturel. Il y a des pays dans lesquels se regarder dans les yeux, c'est un viol. Se toucher, c'est pas possible. Donc, on a besoin de comprendre cela. On ne peut pas prendre une machine qui vient d'Asie. Alors, ça vient de France, très bien, c'est la culture française, mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Par exemple, ChatGPT, c'est des données en anglais à l'intérieur. Hmm. Donc, quand Renaud Vedel disait aller chercher Mistral, très bien, mais il y a Lighton aussi, hein. Je pense qu'il ne faut pas privilégier un des acteurs français, mais les acteurs français qui travaillent sur ces domaines-là. Et donc, aller regarder quelles sont les technologies qu'on peut récupérer. C'est-à-dire, les large language models, c'est une compression de milliards de données qu'on peut utiliser qui permettent, en fait, d'ajouter du sens. Alors, c'est pas du sens au sens humain, hein, mais c'est une espèce de contexte à ce que vous dites. La sémantique, c'était le parent pauvre. On a su faire de la reconnaissance automatique au niveau des humains en 2012, 2017. C'est presque c'est la même chose, quoi. On est au niveau de l'humain pour transcrire ce qu'il dit. C'est ça la reconnaissance automatique, passer du signal à la transcription des mots. Mais par contre, trouver le sens des mots, ça, c'était encore le Graal à trouver.
Et les IA génératives qu'on a dans les chats GPT là, permettent de faire ça, de proposer donc d'ajouter en fait au système des informations de type sens, mais pas la sémantique que nous avons, une sémantique différente, qui s'apparente un peu à ce que nous avons, mais qui peut de temps en temps être des erreurs. Merci. Anne Moutel, qui est directrice générale de l'UGCAM, et puis après Véronique de Pracontal, vice-présidente de l'Ars en France. On va prendre deux questions. Ouais, bonsoir à tous. Bonsoir. En fait, je souhaitais plutôt réagir par rapport au sujet de l'oreille augmentée qu'on a déployé nous, à ce stade dans un de nos établissements, une maison d'accueil spécialisée. Donc pour personnes en situation de polyhandicap extrêmement lourd. Et donc, c'est un dispositif dont on avait bien sûr entendu parler au préalable et qui a quand même l'immense mérite de soulager le travail du personnel de nuit, mais qui bien sûr doit toujours être combiné, c'est important par rapport à ce que disait Édouard de Henzel, hein, doit être combiné à une vision humaine. Ça ne remplace pas, c'est très important, hein, Oui, c'est des ça doit outils. être au service, effectivement, du personnel, mais il faut qu'il y ait toujours cette combinaison avec un passage quand même régulier des aides-soignants de nuit. C'est quand même extrêmement important. Enfin, nous, à ce stade, ça fait 1 an à peu près qu'on l'a déployé et on est plutôt content en termes de qualité de vie au travail du personnel de nuit. Pour autant, on a un deuxième sujet qui est plus compliqué, c'est plutôt le coût du dispositif. Je pense que ça pose la question aussi du financement de ces innovations, notamment au début, qui a un vrai sujet, c'est comment on lance des dispositifs assez intéressants et innovants et comment on les déploie plus largement. Mais en tout cas, nous, en termes de qualité de vie au travail du personnel, qui est un enjeu majeur dans le secteur, c'est très positif sur ce dispositif. Voilà, c'était juste un petit témoignage. Merci Anne. Donc Véronique de Pracontal, on n'a plus de questions. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui, j'aurais peut-être des petites remarques. Yvon, présente-toi. Marc Yvon, oui, je fais de l'innovation chez IBM et je suis assez passionné par votre présentation, hein, autour des robots, des sujets d'interaction. Alors, moi, j'ai une question, c'est la partie du positionnement effectivement de ces outils intelligents, alors avec une enveloppe ou pas, pour pas aller trop loin justement dans le non-objectif finalement, un peu comme les GPS, hein, quand on utilise un GPS, ben, on ne sait plus finalement s'orienter. C'est un peu ce qui se passe en fait pour mon cas. Mais quand on regarde effectivement donc le positionnement de ces outils, ben, je peux faire un relais vers l'extérieur, je peux capter de l'information, je peux finalement effectivement suppléer des tâches, hein, c'est-à-dire finaliser des tâches répétitives. Mais finalement, c'est cette compréhension, cette subtilité de il y a un historique chez cette personne, dans cette habitation, donc dans ses habitudes, dans ce qui constitue cette personne. Et puis, il y a un accompagnement dans le temps. Donc, en fait, voilà, le positionnement et comment on peut avoir des réflexions, des outils pour apporter. Alors, il y a la vallée de l'étrange. Moi, j'ai pas mal voyagé Ouais. au Japon, je suis allé au Fraunhofer. En fait, il y a des approches effectivement, alors physiques, parce que je pense que les personnes âgées ou les personnes isolées, si on pouvait avoir un compagnon, pas un animal, mais qui ait un peu de chaleur finalement dans ces interactions, et au bout, un service, quoi. Donc voilà, donc c'est autour du positionnement qui me semble délicat. Je pense que c'est un petit peu ce que vous faites, hein, dans le respect de l'autonomie, dans la non-prise du pouvoir, quoi. Mais si la personne est complètement dépendante, je pense Bah, qu'il y a une curseur là qui est complexe parce que. en fait, il faut prévoir ça. Donc, je vous donne un exemple de ce qu'on avait fait quand on faisait des stimulations cognitives, hein, par exemple. Donc, on pose des questions, ça peut être des quiz musicaux, des quiz que les personnes autour de chants qu'ils connaissent, hein. Et on peut avoir des gens qui n'y arrivent pas du tout, donc qui se sentent très mal vis-à-vis de cette machine qui prend un peu le pouvoir. Et donc, moi, j'avais commencé à travailler sur les phases de Goffman, Irving Goffman, qui est un sociologue américain qui avait travaillé sur les rituels d'interaction. Et en fait, il décrit 3 phases. Il y a la phase interne,
qui est notre personnalité. Il y a la face qui est ma façon d'être, de me considérer socialement. Et le visage que je vais proposer aux gens, qui est un peu un masque, hein. Et en fait, le robot changeait de façon de se comporter en faisant de l'humour sur lui-même, hein, et en se ridiculisant pour faire remonter la face de la personne en face qui, du coup, pouvait se prendre au jeu. On faisait baisser aussi le niveau du jeu en lui-même, hein, pour qu'elle réussisse. Donc, il y a plein de stratagèmes, hein, dans ces systèmes pour essayer de stimuler mieux et de faire comprendre que enfin, c'est un respect de la personne aussi. Alors, on pourrait dire que c'est un non-respect parce qu'il y a ce truc, mais, mais c'est à la base dans l'idée de respecter effectivement une certaine liberté et de ne pas enfermer les gens dans des carcans avec, avec pour beaucoup peut-être l'idée qu'ils sont moins intelligents que cette machine, ce qui est faux. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est. Ah oui, c'était Sophie Cluzel qui disait s'appuyer sur des acteurs reconnus mondialement comme le CEA. Non, mais non, revenons pas sur ce entendu. Ah, parce que je lisais, Marc Tivon préconise de s'intéresser à la manière de référencer, développer un système de crédibilité garanti. Je suis d'accord, ça correspond à ce que je viens de dire. Donc, faire attention à ces niveaux d'intimité, d'autonomie et de Alors, synthèse des émotions. Donc, dans tout ça, il y a plein d'études, en fait, qui sont faites. Je pense qu'il faut avoir une veille très, très forte sur tout ce qui se passe en Asie, c'est un espèce d'un laboratoire, hein, sur lequel on peut apprendre pas mal aussi. Et c'est intéressant d'être effectivement allié avec. Moi, je travaille beaucoup aussi avec le Japon, hein, je retourne là sur l'éducation, l'IA et l'éducation. C'est vraiment très, très important de comprendre ce qui peut en émerger. Mais encore une fois, attention, nous avons des cultures différentes, très différentes. hmm. Et Bien, peut-être oui. peut-être ne pas se lasser, pardon, Edouard, peut-être ne pas se lasser, c'est-à-dire que si on a un outil aidant, soit il est très très spécifique, effectivement, donc il va répondre sur un besoin dans le temps réduit. Mais quand on voit Buddy ou des tests enfin, qu'on a pu faire, hein, très rapidement on se lasse finalement. Alors, Et donc, Buddy, c'est celui-là qu'on va utiliser, hein. Je suis d'accord avec oui, vous. Il va falloir faire qu'on ne se lasse pas devant ah, cette et machine. voilà, donc voilà, c'est ça. Donc, nous, j'ai fait passer des tests sur l'humour, ouais, dans les robots. Et ce n'était pas forcément non plus si simple que ça, mais on peut trouver des stratagèmes pour faire changer la façon de se comporter de la machine suffisamment amusant ou étonnant pour que les gens ne se lassent pas. Mais il faut voir avant tout, avant le gadget, hein, et il faut voir aussi l'utilité, je pense. Et l'utilité affective, pour certains, a l'air d'être évidente. Alors, il y a un vrai sujet, parce que avec ChatGPT, avec les détecteurs émotionnels et ce qu'on arrive à faire maintenant, même si ce n'est pas très précis, parce que ce n'est pas très robuste et pas très précis, on a quand même avancé, et on avancera de plus en plus, puisqu'on a plus de données. Bon, on risque d'arriver quand même à des systèmes comme cela. Et quand j'entends encore Yann Lequin dire demain, on aura peut-être un ange gardien à côté de nous, chacun, hein, c'est même pas seulement le câble. L'ange gardien serait dans votre téléphone, par exemple, pour vous donner des conseils. Jusqu'où on veut aller dans la possibilité que la machine, finalement, nudge beaucoup, quoi. Enfin, incite beaucoup à faire certaines actions. Mm. Moi, je pense qu'il faut beaucoup d'humains, voilà, pour travailler sur les dimensions éthiques de tout cela, sans que ça soit non plus une usine à gaz, mais qui est raisonnablement dans les EHPAD, des comités qui réfléchissent à ça et qui puissent modifier les systèmes. Donc, c'est vraiment de la co-construction. Le pire serait de développer des systèmes en dehors totalement des experts métiers, hein, des gens qui soignent, par exemple, ou qui s'occupent des personnes âgées. Il faut absolument les construire avec eux. Bien, merci. Alors, il nous reste 7 minutes. On ne va pas dépasser. Je voudrais juste redonner la parole à Monique Gérard, mais vraiment si c'est très très court, parce qu'elle la redemande. Une question de Tanguy Châtel. Je voudrais avoir le- la réaction d'Annie Vidal, et puis je vous laisserai la conclusion, Laurence de Villers. Monique Gérard, vous vouliez dire un dernier mot? Non? Oui, effectivement, je pense que on passera sur les robots dans l'accompagnement et dans les métiers du soin en démarrant par ce que moi j'appellerais le basique, c'est-à-dire comme ce qui est déjà développé aux États-Unis, au Japon, avec Moxie, le robot infirmier qui
qui va apporter des médicaments, enfin qui fait les tâches, qui limite le nombre de pas des infirmières, qui va apporter les médicaments, les dispositifs médicaux, etc. Il y a un autre robot qui s'appelle Robéar et qui est équipé de capteurs et qui transporte les gens délicatement. Et ça, pour les personnes âgées, ça peut parler du lit dans une baignoire ou au fauteuil, etc. Donc, je pense que, enfin, c'est mon avis, hein, c'est mon humble avis. Je pense qu'on passera d'abord par ces étapes-là du pratico-pratique, de la manutention du pas, avant de passer sur le robot d'accompagnement, le robot de réflexion, le robot d'échange. Voilà, c'est mon avis. Merci. Merci, Euh, Monique. je peux me permettre, en fait, le plus simple, c'est de leur faire faire des exercices mentaux, parce que c'est très simple à faire par rapport à porter quelqu'un. Moi, je ne suis pas tout à fait de votre avis. Je pense que c'est plus difficile de porter quelqu'un dans une baignoire parce qu'il y a plus de risques. Et bon, même s'il y a quelques robots comme ça au Japon qui marchent. Et Moxie, j'ai plein de griefs contre Moxie, qui est très très invasif, qui est utilisé avec les enfants autistes. Et je ne sais pas si on se rend compte à quel point ce robot peut enfermer l'enfant. Je ne sais pas, il faut vraiment avoir une stratégie de vérification très forte de ce qui se passe avec un Moxie. Ok. Enfin, il y a Vous l'avez vu utilisé par des enfants autistes? Parce que vous parliez des pas des infirmières, enfin, je ne sais pas comme quelle tâche il a, mais c'est un espèce de petit robot qui devient le meilleur ami d'un enfant, quoi. Et donc, il lui demande de faire des choses et l'enfant obéit, et les parents suivent à distance. Donc, il n'y a plus de jardin secret pour l'enfant. Est-ce que c'est sur un temps fini l'utilisation de cet outil, ou est-ce que ça va être un drame quand l'outil sera plus là? Enfin, ça pose vraiment des questions de dépendance et d'isolement, là. Enfin, beaucoup de manipulation. Alors, on sait qu'il y a un côté très utile, sans doute, mais ça doit être fait avec une surveillance très forte. Merci, Tanguy, rapidement, et puis Annie Vidal. Merci pour ces réflexions qui sont foisonnantes, parfois même un peu vertigineuses. Notre sujet au départ, c'était comment l'IA peut-elle se positionner par rapport à une pénurie qui affecte aujourd'hui, en termes de personnel, le système de santé. Vous nous avez répondu que dans l'échelle de temps qui est celle que l'on regarde au niveau de la pénurie, c'est-à-dire 10 ans, le timing de l'IA n'était pas tout à fait le même. Donc, de ce point de vue-là, on comprend qu'on n'est pas en situation d'attendre de l'IA une solution rapide sur cette problématique de pénurie. J'ai noté aussi quand même un point de tension qui me semble aussi vertigineux entre l'anthropomorphisme qui propose une forme de fascination pour la machine, mais en même temps vous nous invitez à la complicité entre les soignants et la machine. Donc ça, avec les questions d'autorité que vous avez soulevées, donc je ne vois pas très bien comment on va y arriver. Alors ma question du coup, c'est qu'est-ce qui, selon vous, est réaliste à court terme pour préserver le soin et en même temps soulager le système de santé? Oui, alors moi je pense il faut travailler sur des robots qui ne soient pas compagnons d'une personne, mais dans des EHPAD par exemple, ça peut être le cas. C'est un robot qui est là pour interagir avec plusieurs personnes, pour éviter ces liens trop forts ou cette intimité trop forte, pour stimuler l'ouverture vers l'extérieur, stimuler les réactions entre personnes. Moi, je pense qu'il y a des choses comme ça à faire, hein. Mais il faut de l'intelligence humaine à plusieurs et un robot. C'est comme ça que je le vois au mieux. Et ce que j'avais vu, par exemple, dans des EHPAD, c'est quand j'allais présenter le robot, j'avais rencontré des gens qui n'avaient jamais vu de robot, qui me disaient, pour autant, moi, j'étais médecin et dans ma chambre, on fait des réunions pour garder le fil de l'actualité, pour discuter, et c'est très important. Et je pense que ce robot, il peut être quelque chose qui apporte la vision extérieure, ou qui apporte un peu de créativité, ou qui challenge dans un EHPAD. Ça me semble être très, très intéressant. Alors, j'ai une deuxième question corollaire du coup. Qu'est-ce qui, selon vous, résiste par nature chez l'être humain à la machine? Est-ce que, dans la réponse que vous venez de me faire, est-ce que je dois entendre que la relation est quelque chose qui, dans votre expérience, résiste à la machine? J'ai pas compris en quoi elle résistait. Ben, Qu'est-ce que c'est? qu'est-ce qui est susceptible aujourd'hui de résister à cette place prédominante que prendrait la machine? Là, vous venez de faire référence à des réunions qui se tiennent encore en présentiel.
Est-ce qu'à terme, quelque chose de l'ordre de la spécificité humaine d'interagir et d'être en relation d'une manière qualitative, est-ce que c'est quelque chose que la machine n'aurait pas la capacité de remplacer complètement? Votre question, elle est à plusieurs niveaux. Bon, je vais essayer de répondre simplement. Alors, Si c'est je peut-être fais un trop robot vaste. avec ChatGPT dedans, un système qui va interagir presque non, enfin, essayer de discourir, hein, comme on l'a vu, avec des filtres pour éviter certains sujets, ou je sais pas quoi, qui ont été précisés et que tout ça a été entraîné sur du français, pourquoi pas imaginer effectivement ce robot capable de rendre service, de discuter avec les gens, d'être là pour répondre à des questions, pour mettre en relation avec le médecin, pour faire que la journée soit dans un rythme intéressant, et tout ça sous contrôle humain des soignants. Mais donc, ça, c'est possible. On voit bien que ChatGPT, ça a une propension à parler à tout le monde, hein. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes me disent, ah, moi, je suis très polie avec mon ChatGPT. Ouais. Donc, on projette tous, hein. Je ne sais pas combien de personnes sont polies autour de la table aujourd'hui, là, avec leur ChatGPT. S'il vous plaît, il n'y a pas besoin d'être poli. Il ne faut pas non plus l'injurier. Ça n'a aucun sens d'être poli avec cette machine. Si ce n'est que, comme c'est le langage que nous utilisons avec les autres, ben, autant effectivement avoir une interaction normale, hein. Mhm. Donc, je vois pas de frein, hein, à ça. Ce que je pense, c'est surtout, c'est que si c'est juste pour lui parler, ça va. Si c'est pour prendre des décisions, enfin, faut qu'il y ait quand même un moyen de vérifier ce que fait la machine. Puis, il faut apprendre aux gens le plus possible comment ça marche. Merci. Annie Vidal, députée de la Seine-Maritime. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces échanges? Il faut mettre le micro. Oui, j'avais un petit peu de difficulté à l'atteindre. Excusez-moi. Alors, merci, Madame, de votre présentation très, très riche. J'ai beaucoup appris en vous écoutant. Alors, comme ça, j'aurais envie de dire en premier lieu que quand on parle d'intelligence artificielle, on parle d'énormément de choses. Et il me semble que ça mériterait d'être peut-être précisé parce que entre le robot en EHPAD qui va venir peut-être soulager des gestes répétitifs que le personnel peut faire, entre le robot qui assisterait une personne à domicile et qui serait son compagnon, entre l'oreille augmentée qu'on a évoquée et tout ce que on peut faire avec l'intelligence artificielle dont on n'a pas parlé ici et que je ne connais pas d'ailleurs forcément, il me semble que le panel de possibilités de l'intelligence artificielle est très très vaste et que pour le commun des mortels, en tout cas, il me semble que tout cela mériterait d'être un petit peu précisé, catalogué, peut-être gradué, parce qu'on voit bien qu'il y a des gradations qui sont extrêmement différentes. Moi, j'ai été sensible à un sujet que vous avez évoqué, c'est d'être très précautionneux sur les biais qui peuvent exister quand on utilise les personnes vulnérables comme terrain d'expérimentation, en quelque sorte, pour produire ces machines. C'est effectivement des personnes qu'il faut protéger. Et vous avez en même temps évoqué la question des neurodroits. Et ça, je trouve extrêmement intéressant parce qu'aujourd'hui, dans la société actuelle de vieillissement de la population, la question qui revient sans arrêt, c'est comment on protège et comment on renforce les droits fondamentaux des personnes en situation de vulnérabilité. Parce qu'ici, on a une vraie question qui est que la vulnérabilité entraînerait, consciemment ou inconsciemment finalement, une perte des droits fondamentaux. Donc on a cet enjeu, à mon avis, avec le vieillissement de la population, de protéger, de préserver et d'augmenter toujours les droits de ces personnes-là qui doivent à tout prix être considérées comme des personnes à part entière. Donc ça évoque pour moi, ça renvoie aussi à ces réflexions, pour moi, quand vous parlez de neurodroits et quand vous parlez en fait de machines qui
pourrait, en tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre dans les propos qui ont été échangés, avoir une sorte d'emprise sur la personne vulnérable, comme la machine, ça chante mieux que la personne humaine. Et donc, à mon avis, il y a un encadrement à faire autour de cela pour qu'effectivement la machine, qui a des capacités de compilation, de données, d'analyse et de réponse finalement algorithmique, ne prenne pas une emprise, ne fasse pas une emprise sur la personne qui finalement pourrait ne pas aller dans le sens de la préservation de son autonomie, puisque finalement sur une personne âgée qui est en perte d'autonomie, ce qui est important, et les personnes qui travaillent en EHPAD, je pense, ne diront pas le contraire, c'est d'essayer d'aller chercher les capacités qui restent à cette personne pour qu'elle puisse être développée autant que faire se peut. Donc, il y a sûrement quelque chose qui m'interpelle autour de ça, et notamment quand la machine peut amener à une prise de décision. Donc, il y a peut-être comme un contrôle de la personne qui m'interpelle. Hein. Je n'ai pas les réponses, je vous livre des réactions un petit peu à chaud. Et puis surtout, effectivement, la question de la machine et la question des besoins qui sont énormes dans les 10 ans qui viennent. Pour moi, c'est un plus sans aucun doute. Ça ne peut être qu'en complémentarité de professionnels. Il ne faudrait pas donner à penser que la machine va pouvoir économiser des postes humains. Parce que, quel que soit l'apport de la machine, on parlait tout à l'heure de douche ou de soins, la personne âgée, la personne malade, la personne handicapée, quand elle a un soin, elle a besoin d'un toucher. Le toucher, c'est du pot à pot. C'est pas forcément des mots, mais c'est très important pour rassurer la personne. Donc, complémentarité pour faciliter le travail, oui. Complémentarité pour avoir une présence, même quand il n'y a pas les soignants. Mais vraiment, je pense que toutes ces évolutions importantes, à mon avis, doivent, de notre part en tout cas, attirer beaucoup de précautions. Il ne faut pas que la machine remplace l'homme quand on sait qu'on n'a pas assez de personnel, on a du mal à en recruter et que le secteur n'est pas attractif. En revanche, toute cette aide, toute cette complémentarité, moi je pense que ça peut aussi être un facteur d'attractivité pour des personnes qui vont apprendre à travailler différent auprès de la personne vulnérable. Donc, il y a beaucoup de choses. Et puis, quand on parle de robots pour le domicile, eh bien, je pense aux difficultés majeures que nous avons aujourd'hui pour que les personnes âgées puissent rester à domicile, c'est l'adaptation des logements. En l'état actuel, les professionnels, les intervenants au domicile ont parfois des difficultés à intervenir pour permettre à une personne de rester chez elle parce que le logement n'est pas adapté. Donc voilà, toutes ces questions qui sont un peu pragmatiques, mais qui sont certainement à réfléchir à l'aune des évolutions, parce que j'ai cru comprendre aussi qu'on a encore un petit peu de travail à faire pour adapter complètement nos robots aux situations, sans perdre de vue que finalement les besoins de la personne âgée, qu'elle soit en établissement ou à domicile, la même personne, entre le matin ou le soir, peut-être que l'approche va être différente parce qu'il se sera passé quelque chose d'ordre psychologique qu'elle ne sera pas du tout dans la même disposition, dans le même état d'esprit. Donc voilà, ce sont des réactions comme ça à tout ce que vous avez dit que je trouve particulièrement intéressant, mais il ne faut pas perdre de vue cette dimension de présence humaine qui finalement est ce qui parfois manque le plus aux personnes, quelle que soit la qualité des soins qu'il leur est apporté. Merci en tout cas de votre apport et de vos travaux. Merci beaucoup, Annie Vidal, merci. Laurence de Villers, je vous laisse D'accord. le mot de la fin parce qu'on a déjà Oui, dépassé. on a dépassé. Donc, je suis désolée de ne pas avoir décrit plus ce que sont les différentes IA. Vous avez raison. Donc, il y a des IA prédictives, reconnaissance des formes, reconnaissance faciale, etc., reconnaissance des émotions. L'IA générative, qui est une autre sorte d'IA. Et en fait, l'IA à l'heure actuelle qui marche, ce sont des intelligences apprenantes. C'est-à-dire c'est la capacité d'apprentissage de la machine à partir de données et par des réseaux de neurones de grande dimension. Voilà.
Donc, si je vais résumer là, c'est ce qui est le plus performant à l'heure actuelle. Ensuite, c'est pas de l'IA. C'est-à-dire qu'on a tendance à confondre des tas de choses en disant c'est de l'IA, c'est pas de l'IA. Donc là, par exemple, dans les bruits que l'oreille entend, pour parler de cette application, eh bien, on a fait un apprentissage avec des bruits qui sont associés à certains dangers. Et donc là, la machine a appris ça, et donc elle est capable, à partir de ce qu'elle entend, de prédire un certain bruit. L'IA générative, c'est quelque chose qui permet de compresser des données et de pouvoir en produire qui ressemblent à celles du corpus, et c'est une autre sorte de machine. Et on peut l'utiliser pour de nombreuses tâches différentes. Donc ça, je pensais que, bon, c'était peut-être pas la peine d'en reparler, mais c'est sans doute la peine de toute façon. Un robot, c'est une machine, c'est de la mécatronique. Je ne fais pas de robotique au sens mécatronique, mais juste au sens logiciel, c'est-à-dire parler à une machine qui est située quelque part et détectée via la machine, qui pose des problèmes de capteurs, d'image, de son, de toucher. La machine peut toucher, vous pouvez la toucher, elle a des capteurs pour réagir. Donc voilà, et à chaque fois, suivant ce que je fais, j'ai des modules d'intelligence artificielle pour détecter la pression, si j'ai caressé la peau. C'est très, très riche dans tous les sens de modules d'intelligence artificielle qui sont à partir d'algorithmes plus ou moins différents, mais avec deux majeurs qui marchent bien en ce moment. Le deep learning pour tout ce qui est reconnaissance et puis l'IA générative avec des transformers, les GPT. Voilà. Donc ça nécessiterait encore 1 heure pour développer tout ça. Je vous remercie en tout cas de porter votre attention particulière sur cet aspect de vulnérabilité. Je pense qu'on fera de grands progrès de toute façon, et je l'espère parce qu'il faut absolument dédier ces machines pour des tâches utiles et éviter de les dédier uniquement pour des jeux vidéo. Donc je pense qu'on aurait à gagner à détourner tout l'argent mis sur les jeux vidéo, qui ne sont pas du tout dans la loi sur l'IA, à de l'utilité auprès des personnes qui en ont besoin. Et je pense qu'on peut tout à fait utiliser ces machines sereinement si on est accompagné d'humains et qu'on s'approprie de plus en plus les systèmes pour éviter ces confusions et ces projections de type affective, la machine n'a pas d'affect, et de type qualité morale, la machine n'a pas de qualité morale. Elle n'a que l'agrégation de ce qu'il y a dans les données d'apprentissage. Et là aussi, il faut les vérifier. Donc, voilà. J'espère que ces sujets continueront à vous fasciner. Dire que dans 10 ans, il n'y aura rien, il y aura sûrement des objets, puisque la machine qui se déplace, on commence à faire des machines qui localisent où elles sont et qui sont de plus en plus capables de faire des choses par elles-mêmes, dans une certaine autonomie de mouvement. Capturer dans les mains des objets, on est de meilleur en meilleur. Maintenant, c'est arriver à synchroniser tout cela qui est assez compliqué et qui demande encore un peu de travail. Donc, on aura plutôt des outils dans un téléphone ou dans un Google Home avant de l'avoir sur un robot qui encapsule toutes ces différentes difficultés. Sinon, on trouvera que le robot est trop simple. Je vous remercie pour votre écoute. Laurence de Villers, merci beaucoup d'avoir éclairé notre lanterne. Merci à tous pour ces échanges passionnants. Et puis on va continuer sur cette thématique de l'IA. J'espère revenir vers vous dans 1 ou 2 ans avec la suite de mon projet, puisque j'ai vraiment un projet sur le terrain avec Buddy, que vous avez l'air de connaître. Et qui Avec grand passe. plaisir. Avec grand plaisir. Vous étiez d'ailleurs inscrite lors de la rencontre avec Renaud Venel et Sophie Cluzel, mais je pense que vous l'aviez. Je n'ai pas pu venir. Mais vous serez invité à la troisième rencontre autour de ces thématiques-là avec grand plaisir. Merci à tous, très bonne Merci. soirée et à bientôt.